Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans la vie et les idées d'un penseur absolument fondamental. Un homme qui a littéralement dessiné les contours de notre monde moderne. John Locke. Cette phrase, elle est puissante, n'est-ce pas? On la trouve au cœur de la Déclaration d'indépendance américaine. Mais ce que l'on sait moins, c'est que les pères fondateurs ne l'ont pas inventée. Non. Ils l'ont empruntée à un philosophe anglais qui écrivait près d'un siècle plus tôt. Alors, la question se pose, qui était cet homme? Comment ces mots ont-ils pu traverser l'Atlantique et le temps pour inspirer une révolution et façonner l'une des plus grandes nations du monde? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Pour bien comprendre l'empreinte laissée par John Locke, voici les grandes étapes de notre parcours. D'abord, il faut prendre la mesure du personnage. On le surnomme souvent le père du libéralisme. Et croyez-moi, ce n'est pas un titre anodin. Ce qui est vraiment fou, c'est de voir à quel point son influence s'est étendue. Voltaire, Rousseau, les Lumières écossaises et bien sûr les révolutionnaires américains. Tous ont bu à la source de sa pensée. Ces idées ont servi de véritable fondation intellectuelle à la naissance des États-Unis. Et pour s'en convaincre, il suffit de lire cette phrase de Thomas Jefferson, l'un des principaux rédacteurs de la Déclaration d'indépendance. Pour lui, Locke n'était rien de moins que l'un des 3 plus grands esprits de l'humanité. C'est dire le respect qu'il inspirait. Mais alors, d'où viennent ces idées? Pour le comprendre, il faut se pencher sur l'homme et sur l'époque extraordinairement agitée qu'il a vu naître et grandir. La vie de Locke n'a pas été un long fleuve tranquille, loin de là. Il a grandi en pleine guerre civile anglaise, une guerre qui a vu un roi être décapité. Plus tard, il a dû s'exiler, craignant pour sa vie, avant de revenir au pays après une autre révolution, la Glorieuse Révolution, qui a totalement redéfini les règles du pouvoir en Angleterre. Tout ce chaos a profondément nourri sa réflexion. On a vu le contexte. Passons maintenant à l'une de ses théories les plus célèbres, une idée qui a complètement changé notre façon de voir l'esprit humain. Locke a proposé une idée radicale. À la naissance, notre esprit est vide. C'est une tabula rasa, une page blanche. Il n'y a pas d'idée innée, pas de connaissances préinstallées. Tout, absolument tout ce que l'on sait vient de nos expériences, de ce que l'on voit, entend, ressent. C'est la base de ce qu'on appelle l'empirisme. Et là, il faut bien mesurer à quel point c'est une rupture. À l'époque, la pensée dominante, celle de philosophes comme Descartes, affirmait le contraire, que nous naissions avec certains concepts, comme la logique ou Dieu. Locke lui dit non. Tout se construit. Rien n'est donné à l'avance. Et cette citation, elle résume parfaitement la conséquence de cette théorie. Si on est tous comme une page blanche, alors l'éducation et l'environnement deviennent absolument cruciaux. C'est l'expérience qui fait de nous ce que nous sommes. Très bien. Maintenant, comment est-ce que cette idée d'une nature humaine malléable s'applique à la politique? C'est là que Locke développe sa fameuse théorie du contrat social. Locke commence par une sorte d'expérience de pensée. Il imagine ce qu'il appelle un état de nature, une situation où il n'y aurait ni loi ni gouvernement. Dans cet état, dit-il, tous les êtres humains sont égaux et possèdent des droits naturels. Le droit à la vie, à la liberté, à la santé et à la propriété. Ces droits ne viennent pas d'un roi, ils sont inhérents à notre condition d'être humain. Alors, pourquoi créer un gouvernement? Le raisonnement de Locke est limpide. L'état de nature est instable. Pour protéger nos droits de manière plus sûre, on décide volontairement de former une société et de confier le pouvoir à un gouvernement. Mais attention, ce gouvernement n'a qu'une seule mission, protéger nos droits. Et s'il trahit ce contrat, s'il se met à abuser de son pouvoir, alors le peuple a non seulement le droit mais le devoir de se révolter. C'est une idée exclusive pour l'époque. On arrive maintenant à la partie la plus sombre, la plus dérangeante de l'héritage de Locke. La contradiction massive qui se cache derrière le philosophe de la liberté. Voici les faits, et ils sont têtus. Dans ses écrits, Locke condamne l'esclavage. Mais dans sa vie, il a investi dans une des plus grandes compagnies de traite négrière de l'époque. Il a aussi aidé à rédiger la Constitution de la colonie de Caroline, un texte qui, eh bien, on va le voir. Le contraste ici est brutal. À gauche, son œuvre majeure sur la liberté. À droite, un extrait de la Constitution qu'il a coécrite qui donne à chaque homme libre un pouvoir et une autorité absolue sur ses esclaves. Le grand écart est total. D'un côté, le philosophe qui proclame que tous les hommes sont égaux et indépendants, de l'autre, l'administrateur qui, comme le note un historien, a directement participé à la création et à la supervision de systèmes de servitude. Comment réconcilier les deux? Pour beaucoup, le mot qui vient à l'esprit est hypocrisie. Pour résumer, l'héritage de Locke est incroyablement puissant, mais aussi profondément paradoxal.
Ses idées sur la liberté et le consentement ont inspiré des démocraties partout dans le monde. Mais sa vie nous rappelle que même les plus grands penseurs peuvent être impétrés dans les injustices de leur temps. Et cela nous laisse avec une question qui est loin d'être simple. Comment évalue-t-on l'œuvre d'un penseur quand elle est en contradiction flagrante avec ses propres actions? C'est une interrogation essentielle qui nous force à regarder notre histoire et ses héros avec un œil beaucoup plus critique.